Karolina Lewandowska, Damaris Samao, commissaire de l'exposition Dora Maar, ouverte au Centre Pompidou jusqu'au 29 juillet. Cette grande rétrospective nous montre cette photographe et peintre sous différents aspects. Au début de l'exposition, nous découvrons Dora Maar, photographe professionnelle et entrepreneuse. Après la formation aux arts décoratifs et à l'école photographique de la ville de Paris, elle ouvre un studio qui se spécialise dans la photographie de mode et le portrait. Entre autres, nous voyons cette très belle photographie qu'elle a rehaussée de couleurs à la main. Elle était probablement faite pour un magazine de beauté. Elle a travaillé avec plus de 40 titres, donc c'était vraiment une photographe avec beaucoup de succès. En dehors de la photographie de mode, elle faisait aussi des portraits, des nus et des publicités. Une des publicités qui est devenue très connue, très célèbre, est le portrait de Nush Éluard recouvert d'une toile d'araignée. C'est probablement un projet de publicité pour une crème anti-rides. Nous voyons ce très beau visage de Nush Éluard, femme d'un ami proche de Dora Maar, poète Paul Éluard, qui est prise en portrait et sur son visage, nous voyons un photogramme fait à partir d'un négatif avec l'araignée, donc un symbole des rides, de l'âge qui passe. Un autre exemple de photographie publicitaire, c'est la photographie avec un masque. C'était probablement aussi une publicité pour la crème. Nous voyons que cette fois-ci, Dora Maar utilise photomontage. Nous allons découvrir par la suite que photomontage, c'était quelque chose qu'elle a décidé de développer avec les surréalistes. Mais avant de passer au surréalisme, il faut qu'on s'attarde dans la section qui est dédiée aux engagements politiques de Dora Maar. Cette jeune femme, qui est issue d'un milieu bourgeois, qui fait partie de milieux intellectuels et artistiques de Paris, qui travaille pour des grands couturiers et grandes marques, décide de sortir dans la rue et de porter son regard et sa caméra sur la misère sociale. C'est un moment assez spécifique. Nous sommes au début des années 30, c'est l'arrivée au pouvoir de Front populaire et en même temps les grands protestes antifascistes, la mobilisation des intellectuels. Dora Maar, comme beaucoup d'intellectuels et beaucoup de photographes, part en Espagne en 1933 pour photographier Barcelone. Elle va sur le marché de la Boqueria, elle va dans les quartiers pauvres et elle photographie cette vie des gens des classes populaires. D'autres villes qu'elle documente, c'est bien évidemment Paris avec sa zone, les quartiers défavorisés, et aussi Londres, la ville où on voit très clairement la crise et les résultats de la crise de 1929. Quand nous regardons l'œuvre de Dora Maar, nous avons l'impression qu'elle a un goût pour la surréalité et l'étrangeté dès son jeune âge. Déjà dans la photographie de rue, elle cherche des situations surprenantes. Mais cet aspect se développe avec la rencontre des surréalistes, André Breton et Paul Éluard, et avec l'adhésion au mouvement. Là où elle excelle, c'est le photomontage. Elle connaît cette technique de fait de sa formation de photographe professionnelle, mais avec le surréalisme, elle développe les photomontages très poétiques. Ici, nous voyons encore un photomontage qui est réalisé relativement tôt, qui est encore signé Que faire Dora Maar, qui date de 1934 et avec lequel elle participe dans des salons photographiques. Une main cachée dans un coquillage, un élément de décor de son studio pour la photographie de mode, cette fois-ci utilisé pour évoquer une image de rêve. Un autre photomontage qui est devenu célèbre, c'est 29 rue d'Astorg. C'est la nouvelle adresse du studio que Dora Maar ouvre cette fois-ci toute seule. Nous voyons ici sur cette photographie aussi peinte à la main un petit personnage qui est assis dans une architecture un peu étrange que nous découvrons par la suite qui représente l'orangerie de Versailles. Cette image participait dans plusieurs expositions surréalistes parce qu'elle est très équivoque et nous ne comprenons pas au départ le sens de cette scène. Mais une des images ou un des photomontages les plus connus, c'est le simulateur. C'est ce photomontage qui est le plus réaliste et donc le plus surprenant. Quand nous regardons cette photographie, là, vraiment, nous avons l'impression que c'est une scène trouvée, peut-être dans des égouts souterrains parisiens ou ailleurs, peut-être dans un endroit pour les enfants.
mais c'est un montage, mais extrêmement réaliste. Ce n'est pas une photographie de rêve. Dora Maar a utilisé pour composer cette scène un personnage qu'elle a découpé dans sa photographie de Barcelone, donc de la photographie documentaire, et une reproduction de planches des voûtes d'orangerie de Versailles, encore une fois. C'est avec cette image aussi qu'elle participe pour la première fois dans une exposition surréaliste en 1935. Une autre image qui est devenue iconique et qu'elle a également exposée avec les surréalistes, c'est le portrait d'Ubu. Ce portrait d'animal un peu mystérieux qu'on découvre par la suite, qui est un fœtus de tatou, mais agrandi, avec une lumière étrange, est nommé Portrait d'Ubu. Ce personnage fasciné surréaliste, et surtout si on pense qu'on est au milieu des années 30, avec tout ce qui se passait en Europe, avec Hitler qui est au pouvoir, bien évidemment, les références politiques sont claires. Cette photographie exposée dans la galerie Charles Breton confirme la place importante que Dora Maar occupe au sein du surréalisme. Mais c'est non seulement les photographies, mais aussi les contacts et les amitiés. C'est vrai que l'exposition Dora Maar nous permet un peu d'ouvrir surtout son réseau et de présenter, en plus de ses activités, la manière dont elle a été plus qu'une camarade, une complice, quelqu'un avec une artiste avec laquelle une connivence intellectuelle et artistique a pu se créer dans ce contexte du surréalisme. L'exposition Dora Maar est vraiment concentrée sur son œuvre et sur sa carrière. C'est pourquoi nous avons vraiment limité à portion congrue tout ce qui était relatif à sa relation avec Picasso. Bien sûr, c'était difficile de faire l'impasse sur cette relation qui a duré près de 10 ans, mais nous sommes concentrés sur ce qui avait pu s'échanger entre les deux, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue intellectuel. On le montre autour des clichés verts, autour de la relation autour de Guernica, et puis aussi une documentation plus intime de ses première photographie que Dora Maar prend lors des étés à Mougins en 1936, où cette première séance inaugurale, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est Dora Maar qui prend en premier Picasso dans son studio, qui le prend comme modèle avant d'être bien sûr la mythique muse de ces 500 tableaux et dessins qui composent l'œuvre de Picasso. En rencontrant Picasso, Dora Maar aussi va reconsidérer son rapport à la peinture. Alors elle est formée à la peinture à l'Académie Julian, à l'Académie André Lhote, où elle aurait rencontré Henri Cartier-Bresson. Mais la relation avec Picasso lui permet comme ça de se réinterroger sur son rapport, sur cette carrière de peintre qu'elle aurait voulu entamer. Il y a eu la photographie avant. Ce qu'elle va faire en 1936, quand elle va rencontrer Picasso, elle va se remettre à dessiner, se remettre à peindre. Elle est encouragée par Éluard. Si au début les œuvres peuvent montrer comment dire, des accointances avec l'œuvre de Picasso qui a un peu le côté pastiche, très vite au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Dora Maar a complètement réussi sa métamorphose en tant que peintre. On peut le voir avec toute une série de natures mortes qu'on montre dans l'exposition qui sont très caractéristiques de son style à cette époque, une gamme chromatique très limitée, des bruns, de la transparence, de la grisaille et qui montrent toute la solitude, le dénuement qui était assez typique de la peinture de l'occupation et dont Dora Maar est une figure assez exemplaire à cette époque-là. Ce portrait que prend Brassailles de Dora Maar dans son atelier de la rue de Savoie en 1944 est assez symbolique de cette métamorphose réussie de Dora Maar en tant que peintre. En effet, après avoir travaillé pendant toute l'occupation, Dora Maar va se mettre à exposer à la galerie Jeanne Bucher, à la galerie Pierre, qui montre vraiment qu'elle fait partie de la scène artistique à cette époque. C'est aussi à cette époque, en 1945, que Dora Maar va commencer à partager son temps entre son atelier à Paris et celui qu'elle a dans le Luberon, à Ménherbe, dans une maison que lui aurait acheté Picasso. Et c'est à Ménherbe que Dora Maar aussi va entamer un nouveau cycle de sa carrière en tant que peintre, où elle va s'épanouir notamment dans le paysagisme abstrait. Dans les années 50, Dora Maar va avoir plusieurs expériences assez expérimentales autour de l'abstraction, hésitant parfois, on l'a retrouvé dans quelques témoignages, hésitant
a dépassé les frontières de l'abstraction, mais on le voit à partir de 1956 avec une première collaboration avec le poète André Dubouchet. Dora Maar va littéralement se libérer dans la peinture avec ce motif du paysage de Ménherbe. Beaucoup plus graphique, beaucoup plus matiériste. Les peintures qu'elle montre et qu'elle fait à cette époque sont vraiment exemplaires de sa nouvelle pratique et de cette libération, que ce soit vis-à-vis de Picasso, vis-à-vis de son expérience de photographe et de peintre dans l'occupation. À partir de la fin des années 50, Dora Maar va cesser de montrer son travail après quelques expositions à Paris et à Londres. Elle va réserver son travail à un cercle d'intimes et de proches, mais ne plus du tout exposer. Par contre, elle va continuer à peindre tous les jours, à prier, à méditer. La peinture fait vraiment partie de sa vie et elle va même se libérer en expérimentant de plus en plus loin son rapport à l'abstraction, se libérant aussi bien du geste et aussi avec la couleur. Ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont Dora Maar retrouve une certaine unité avec la photographie et la peinture à 70 ans. À partir des années 70-80, elle va faire des dessins de lumière dans la chambre noire qui sont une sorte de continuation de ces dessins qu'elle fait sur papier, sur du papier conson. Elle a réduit un peu les formats de ses œuvres, donc une œuvre qui est devenue de plus en plus familière, de plus en plus intime, jusqu'à même exploiter ces petits négatifs qu'elle utilisait dans les années 30, des 9x12, et qu'elle va gratter, insoler, mettre de l'acide, et qui montre toute cette gestualité et la manière dont elle a réuni les gestes de peintre et en même temps sa connaissance de la photographie, et ce qui fait que on a voulu finir sur une fin assez symbolique de cette réconciliation entre la photographie et la peinture, auquel aboutit à la fin de sa vie Dora Maar, qui n'a cessé de créer. C'est ce que nous voulions montrer dans l'exposition.